À tierce lieu, vous n'êtes pas des spectateurs. Vous êtes les auteurs d'une tragédie. Ici, rien n'est écrit à l'avance. Vos choix tracent la route et vos mensonges la déforment. Chaque regard pèse et chaque mot peut condamner. Je vous souhaite la bienvenue, là où l'histoire ne dépend que de vous. Imaginé en 2001 par Philippe de Parlières et Hervé Marly, ce jeu de rôle caché édité par lui-même comporte volontairement un support minimaliste. En effet, nous disposons seulement de quelques cartes pour distribuer les rôles et poser les règles. Mais une fois la distribution faite, tout se joue lors de nos échanges. Dès lors, dans ce huis clos psychologique, ce sont notre parole et nos votes qui deviennent le moteur de l'histoire. Ce mélange entre rôle imposé et liberté de parole va vraiment permettre d'avoir une expérience narrative unique. Mais dès lors, une question se pose. De quelle manière l'agir ludique du joueur évolue-t-il lorsque le récit émerge de cette structure à embranchement ? Pour répondre à cette question, je me suis basée sur deux cadres d'analyse. Tout d'abord, les mécaniques cartes selon TAC. Selon TAC, une mécanique désigne un type d'interaction structuré par des règles qui donnent du rythme au récit et qui organise les actions des joueurs. Dans le cas des loups-garous, certaines mécaniques sont centrales, comme par exemple la confrontation lors des débats ou encore la majorité à travers le vote. Et ce sont elles qui rendent possibles les moments d'échange et de tension. Selon Gilson, l'agir ludique désigne les actions concrètes des joueurs. Dans le cas du loup-garou, c'est par exemple accuser, voter ou encore tuer, mentir. Ces actions vont ensemble produire du sens et créer ce qu'il appelle le ludotexte, c'est-à-dire le récit qui émerge de la partie. Les joueurs participent ainsi à la construction de l'histoire. Pour comprendre comment une histoire prend vie à tierce lieu, nous pouvons distinguer trois niveaux. D'abord, le décor. Selon Samy Latu, le récit enchâssé désigne la narration préécrite par les concepteurs. C'est-à-dire qu'il y a un cadre fixe qui est placé et qui reste immobile du début jusqu'à la fin de la partie. Dans le cas des loups-garous, c'est concrètement le fait que l'histoire se déroule dans un village et qu'il y a la menace de loups-garous. Ensuite, il y a réellement ce qui se passe autour de la table. Et ça, c'est ce que Latu va appeler le récit émergent, c'est-à-dire la narration qui s'écrit en temps réel lors des actions des joueurs. Comme par exemple une accusation mal faite ou encore un mensonge qui passe incognito. Enfin, le dernier niveau, c'est le support du jeu. Selon Bornstedt, le médium narratif désigne la capacité d'un jeu à transformer ses éléments en une expérience vécue. Dès lors, une parole peut devenir une action, une carte un rôle, et une partie, un récit. Les loups-garous de tierce lieu commencent par une configuration très simple. Pourtant, elle porte déjà en elle la promesse d'une intrigue. Les joueurs ne peuvent pas tout faire. En effet, leurs actions sont encadrées par des mécaniques qui, pour rappel, selon TAC, désignent un type d'interaction structuré par les règles qui organise nos échanges et qui donne du rythme au jeu. Dans le cas des loups-garous, il y a deux mécaniques qui sont centrales. La première étant la confrontation, lors des débats entre les joueurs, et la seconde étant la majorité, que l'on retrouve à travers le vote. Ces règles posent dès lors le cadre initial, mais elles ne racontent rien. Elles définissent seulement les conditions possibles de l'histoire. Ce cadre fixe correspond d'ailleurs au récit enchâssé décrit par Latu. Le village, les rôles, la menace des loups, tout est posé avant que les joueurs ne commencent à agir. C'est un décor narratif immobile avec un univers assez riche qui devient histoire lorsque les joueurs s'y engagent. Et c'est justement l'entrée en action des joueurs qui déclenche le récit. En effet, pour rappel, selon Gilson, l'agir ludique désigne les actions concrètes des joueurs. Accuser, mentir, voter,
Toutes ces actions ne se contentent pas simplement d'appliquer les règles, mais produisent du sens. C'est dès lors ces actions qui transforment un cadre initial immobile en un récit narratif vivant. Par ailleurs, l'évolution de l'agir ludique des joueurs va être progressive et directement liée à la structure à embranchement du jeu. Par exemple, au début, les joueurs vont avoir tendance à observer, à chercher des indices, à tester les réactions du groupe. Puis les joueurs vont devenir de plus en plus stratégiques. Leurs paroles et leurs gestes vont viser à influencer les décisions, à manipuler ou encore à construire des alliances temporaires. Enfin, dans les moments les plus critiques, l'agir ludique peut devenir décisif. Et un mensonge ou un vote bien placé peut faire basculer le déroulement de la partie. À chaque étape de la partie, la structure à embranchement va se matérialiser. Les actions des joueurs vont ouvrir des possibilités et en fermer d'autres. Dès lors, le récit ne sera pas linéaire, il va se déployer selon les choix des joueurs et les interactions sociales. C'est ce que Latue va appeler le récit émergent, c'est-à-dire une histoire qui va se créer en temps réel par la collision des règles et des décisions des joueurs. Bornstedt va d'ailleurs compléter cette analyse en montrant que le jeu fonctionne selon un médium narratif, c'est-à-dire que ses composantes, notamment ses cartes, ses rôles, ses règles, vont devenir des vecteurs d'expériences vécues. Une carte loup, par exemple, n'aura de sens que lorsque le joueur l'incarne et agit dans le groupe. On est bien d'accord que si vous avez la carte loup-garou et que vous n'en faites rien, que vous n'agissez pas dessus, c'est un peu compliqué de faire fonctionner l'histoire. Après, il faut garder en tête que le jeu nuance les cadres théoriques. Les mécaniques cartes, par exemple, ne dictent pas le récit, elles définissent simplement les conditions de possibilité. Et l'agir ludique, lui, reste imprévisible, principalement modelé par les erreurs, les dynamiques sociales et les stratégies. Dès lors, un vote peut être remporté par la majorité sans logique rationnelle, ou on peut être accusé à cause d'un simple regard. Pour conclure, le jeu des loups-garous montre bien que les règles à elles seules ne racontent rien, et que c'est véritablement les actions des joueurs qui construisent l'histoire. Chaque décision devient un embranchement et chaque interaction construit le récit. L'étape suivante serait peut-être de voir comment est-ce que cette dynamique peut être comparée à un récit qui n'est pas à embranchement. Vous l'aurez compris, au village de Tiercelieu, l'histoire ne s'écrit pas, elle se joue.